sorcellerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui a été un peu préparée, mais pas trop, mais c'est une vidéo qui me turlupine depuis des mois et des mois, je vous assure. Et j'ai été chercher quelques réponses sur le web, sans pour autant aller sur des choses trop compliquées, trop études littéraires, parce que c'était pas forcément l'intention. Mais bref, je voulais parler d'un côté de l'intention de l'auteur, dans un livre en particulier ou dans son œuvre de manière générale, et de l'autre côté des attentes du lecteur. Il y a des choses là-dedans qui vont être ouvertes à interprétation. Mais on va essayer déjà de déblayer un petit peu tout ça. Donc j'avais fait quelques mini-recherches pour poser quelques définitions, pour bien exprimer les bons termes, enfin utiliser les bons termes pour exprimer ce que je souhaitais. Donc, c'est parti. Il y avait quelques définitions du Larousse. L'auteur, par exemple, c'est une personne qui est à l'origine de quelque chose de nouveau, qui en est le créateur, qui l'a conçu, réalisé. Donc c'est un initiateur, un inventeur, l'auteur d'une découverte, par exemple. On est quelque part un petit peu là-dedans pour un auteur un auteur de roman, par exemple. On a le créateur d'une œuvre didactique, littéraire, artistique, comme l'auteur d'un film. On a aussi la personne qui fait profession d'écrire, un homme ou une femme de lettres, un écrivain, un auteur à succès par exemple. Et si vous mettez plusieurs auteurs dans un sac, vous avez l'œuvre ou l'ensemble des œuvres d'un écrivain, comme par exemple relire les auteurs du XVIIIe siècle. Là, il y a un petit peu de majuscule dans le terme auteur. Donc ça, on était chez Larousse. Et toujours chez Larousse, j'ai été creuser un petit peu du côté de l'écrivain. L'écrivain, c'est la personne qui compose des ouvrages littéraires, un homme ou une femme de lettres. Au féminin, on rencontre aussi une écrivain. Moi, je connaissais déjà écrivaine. On a l'auteur d'un côté, un petit peu mystérieux, surtout je pense dans le passé. Maintenant, il peut être plus, selon son choix, plus sur les réseaux par exemple, les réseaux sociaux. Et on a de l'autre côté un lecteur qui n'est pas forcément visible non plus. Et entre ces deux entités-là, nous avons le livre qui circule de l'auteur au lecteur, et en quelque sorte, on est dans un processus de communication. Alors, dans mes diverses études, j'ai eu plusieurs fois en fait des petits cours sur la communication avec un super schéma dont je me souviens et que j'ai été incapable de retrouver. Je vais vous transmettre ce dont je me souviens. Je me suis aidée de quelques sites internet que j'ai consultés pour pouvoir vérifier que je disais pas de conneries, que c'était les bons termes. Donc soit la communication relève des théories de la communication, soit de la linguistique. On a l'émetteur. L'auteur, c'est l'émetteur du message. C'est lui qui transmet la communication. De l'autre côté, on a le lecteur qui est le récepteur. Le récepteur du message, c'est lui qui le reçoit. Le message, c'est ce que je suis en train de vous dire, donc c'est le livre qui circule. C'est ce qui a écrit dans le livre en fait qui circule. C'est moi qui est en train de parler, de vous dire quelque chose. Le canal, alors je crois que c'est le terme canal, je ne savais pas. Je crois que ça concerne le moyen de transmettre le message. Donc ici, entre nous, on a une vidéo YouTube. Entre l'auteur et le lecteur, on a un livre. Il y avait aussi une question de langue commune, le français, l'oral ou l'écrit. Cela peut être aussi un dessin animé sans parole qui sert de vecteur au message et doit être compris par le récepteur. Parce qu'évidemment, si la manière de communiquer n'est pas la même d'un côté et de l'autre, ça marche pas. Je vais pas plus m'étendre là-dessus parce que c'est assez flou. Et c'est pas forcément ma partie préférée non plus, la communication, parce que je révise certaines choses que j'ai un petit peu oubliées au fil du temps. On reste toujours chez Larousse avec l'intention. Donc parce que rappelez-vous, je parlais de l'intention littéraire de l'auteur et des attentes du lecteur. Et je vais vous dire après pourquoi. Donc selon Larousse, l'intention, c'est la disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. C'est aussi ce but lui-même. Mon intention première était de le persuader de partir, par exemple. Donc une intention, c'est se proposer un but et c'est le but.
Donc c'est quelque chose qui va vers et c'est un objet aussi, le but. Un objet à atteindre et le chemin pour y aller. Pourquoi je voulais parler de ça? C'est parce que il y a autant de lectures que de lecteurs. Vous pouvez mettre 50 personnes qui lisent le même livre, elles ne vont pas avoir exactement le même discours sur ce livre-là. Parce que chacune va le lire avec son expérience, son état d'esprit à l'instant T. Peut-être que la lecture se passerait une semaine après, l'expérience serait différente. La lecture se passerait 20 ans après, l'expérience serait différente. Et c'est pareil en fait du côté de l'auteur aussi. Vous mettez le même sujet plutôt banal, vous le proposez à 50 auteurs différents, vous n'allez pas avoir le même livre. Ça, c'est un peu le système de prompt ou de trope. Je pense que quelque part, dans la passe miroir, Ophélie et Thorne sont plutôt sur un mode enemies to lovers. Enemies pourquoi? C'est d'abord des étrangers, mais il y a une telle opposition d'un côté comme de l'autre et pour des raisons différentes à leur mariage qui est arrangé, leur mariage que Thorne, l'homme, s'est imposé pour profiter de quelque chose que sait faire Ophélie. Ophélie subit ce mariage et en gros, elle est cash avec lui. Il ne se passera jamais rien entre eux. C'est la plus belle histoire d'amour que j'ai vue de ma vie, je pense. Et là, on est dans l'Enemies to Lovers. Pourquoi Enemies? C'est parce qu'à un moment, ils sont tellement à avoir des difficultés à se supporter que, en fait, ils freinent des cas de fer. Et ils n'apprennent même pas à se connaître. Donc en gros, ils sont en train d'agiter les préjugés qu'ils portent l'un sur l'autre pour justifier le fait qu'on ne se fréquente pas. Ça, c'est un enemies to lovers. Mais il y en a des tas d'autres, des enemies to lovers. Si vous avez un petit peu vu la série, vous le savez. Dans la trilogie Grisha, on a Alina Starkov qui va un petit peu flirtouiller avec celui qui la manipule en fait, qui est le Darkling. Et le Darkling, il va s'avérer un antagoniste, mais un antagoniste qui a de bonnes raisons. Il agit mal, mais pour de bonnes raisons. Et ces raisons sont complètement légitimes. Et donc là, on pouvait avoir un sérieux enemies to lovers aussi, parce qu'à un moment, Alina, qui est quelqu'un de très naïf, qui est jeune et naïve, hein, qui sort de sa campagne, elle se fait rouler, si vous voulez, par ce personnage-là, qui est très sombre, qui a une mauvaise réputation. Et quand elle commence à se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche chez ce gars-là, c'est le moment où elle va s'y opposer. Bref, je digresse à mort. Mon intention, j'ai pas fait exprès, mais mon intention, c'était d'essayer de voir s'il y avait si le succès d'un livre, est-ce que le succès d'un livre, c'est l'intention de l'auteur égale les attentes du lecteur, ou les intentions de l'auteur et les attentes du lecteur. Parce que pour moi, à chaque livre, l'auteur va avoir une intention particulière pour ce bouquin-là. Je vais vous donner un exemple assez flagrant parce que là, je connais l'intention de l'autrice et quelque part, ça n'a pas répondu à mes attentes et ça va tout à fait aussi ça va tout à fait illustrer ce que je vais vous expliquer plus tard dans la théorie de la littérature, notamment sur l'intention littéraire. J'avais entendu parler d'une romance, C'est jamais plus, de Colleen Hoover, qui allait traiter des violences conjugales. Je me suis dit, sujet dangereux. Je vais y aller mollo. Pour moi, la manière dont moi je comprends les codes de la romance, c'est que il va y avoir de l'amour entre deux personnes ou plus. À un moment donné, en fait, du roman, il y a de l'amour entre les deux personnes. Et pour moi, une romance, ça finit bien. Les gens finissent ensemble et heureux. C'est plus ou moins les codes de la romance.
moi, ce que j'ai entendu, ce que j'entends sur les réseaux, chez des lectrices, des autrices de romances, des auteurs aussi, c'est qu'une romance, ça finit bien. Les gens finissent ensemble. Si ça finit pas bien, dramatiquement, quelqu'un meurt, etc., on est dans un drame romantique. Donc on n'est pas, même si la romance est le cœur de l'histoire, ça finit mal, c'est un drame romantique. Et donc, Colleen Hoover, elle a noté son intention pour ce livre-là à la fin de son livre. Et donc Jamais plus, je vous le dis très rapidement, j'avais fait une vidéo de quasiment 1 heure sur ce bouquin-là. L'histoire de Jamais plus, c'est une jeune femme un petit peu naïve qui rencontre un neurochirurgien, un truc comme ça, sur un toit. Déjà, la rencontre, elle est super bizarre. Moi, clairement, à la place de ce personnage, j'aurais fui. Parce que trop bizarre, pas confiance. Mais lui, il croit qu'elle, elle est prête à sauter, parce que je crois qu'elle est assise sur le bord du mur, un truc comme ça, sur un toit genre New York, hein. Donc sur peut-être un bâtiment de 20 étages, je ne sais plus exactement, mais lui, quand il arrive, il croit que, et elle, bah non, pas du tout, je prends l'air. Et je sais plus, il y en a un qui est un petit peu pompette. Et je crois que lui, il est un petit peu énervé. Et bref, ça finit par Lily qui redescend de son parapet, Lily qui va s'allonger sur un transat parce que c'est son petit coin en fait où elle aime bien se reposer à la fin de sa journée et faire le point. Ah oui, et Lily surtout, elle vient de perdre son père pour qui elle a des sentiments très ambivalents. Parce que à la fois, c'est son père qui ne lui a jamais fait de mal, mais à la fois, c'est l'homme qui a battu sa mère pendant des années et que sa mère n'a jamais pu quitter. De mémoire, hein. Donc elle est un petit peu brassée et de mémoire, elle culpabilise beaucoup parce que en fait, au moment où elle devait dire quelque chose pour l'enterrement de son père, il n'y a absolument rien qui est sorti. Elle était incapable de dire la moindre chose positive sur son père, donc elle n'a rien dit. Elle est restée bloquée devant les gens qui assistaient à l'enterrement et du coup elle culpabilise par rapport à ça parce que même si sa mère était une femme battue, sa mère était quand même était attachée à son mari. Bref, elle est dans cet état d'esprit-là et je crois que c'est lui qui est un petit peu pompette, je sais plus exactement. Ça finit par lui, je trouvais un peu en mode prédateur qui lui demande s'il peut l'embrasser ou des trucs comme ça. Enfin, elle se fait plus ou moins ploter sur son transat, ça finit comme ça. Ils ne se revoient pas pendant des mois, genre 1 an et demi. Du côté de Lily, elle pense beaucoup à ce gars-là. Ils vont se retrouver, ils vont finir par flirter ensemble, ça va matcher, ils s'installent, etc. Euh, Ils s'installent ensemble. Et on est quand même on est sur un couple qui a une grande différence de classe. Lui, il est neurochirurgien. Il a quand même des moyens financiers qui sont très forts. Il est très aisé. Elle, c'est une petite fleuriste qui vient d'ouvrir sa boutique. Donc, on est sur une grande disparité en fait au niveau des revenus. Sans qu'elle soit non plus dépendante de lui. Mais quelque part, si elle n'était que sur ses revenus à elle, elle ne vivrait pas dans un appartement luxueux, euh, dans un grand bâtiment, un grand immeuble d'habitation à New York. Je crois que c'est New York, je sais plus, mais enfin on s'en fout. Bref, ils sont installés, etc. Et on avait déjà vu sur le toit que ce gars-là, je crois qu'il s'appelle Ryle, un truc comme ça. Ce gars-là, c'est un sanguin. Je crois qu'il avait perdu quelqu'un sur la table d'opération, donc il n'était pas content de lui. Donc il avait dû foutre un coup de pied dans les meubles qui étaient sur le toit, etc. Et il a vu après Lily, un truc comme ça. Et à un moment, si vous voulez, au début, ils ont une relation qui est toute mimi, tous les deux. Et jusqu'au moment où le premier coup que va se prendre Lily, Lily s'est toujours promis que si elle était avec un homme qui la frappait, elle partirait.
parce que elle, c'est une gamine qui a vu sa mère se faire frapper par son père pendant des années. Donc, j'en dis pas plus. Mais la première fois en fait que Lily elle reçoit un coup, c'est parce qu'elle était un petit peu pompette. Ryle, neurochirurgien s'il vous plaît, donc bac plus 42, euh, il est un peu pompette aussi, il sort un plat du four, il oublie de mettre ses gants. Je sais pas, quand vous sortez un truc du four qui est chaud, le truc en question doit être chaud, donc fort logiquement, moi qui ai un bac moins 12, non j'ai un bac plus 3, mais je penserais à mettre des gants même si je suis un peu pompette. Mais lui ne le fait pas. Donc il crie parce qu'il se brûle, il lâche le truc, et Lily qui est pompette, elle part en fou rire. Mais c'est pas pour se moquer, c'est parce que je pense parce qu'elle est pompette et puis que c'était drôle et qu'il s'est pas blessé grièvement non plus. Et elle se prend une bonne droite, en gros. Et si vous voulez, des choses comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Ça va pas être tout décrit. Il y a quand même quelques scènes sur l'ensemble du livre. Je dirais qu'il y en a trois ou quatre. Et jusqu'au moment où elle se dit non, c'est plus possible. Bref. C'est vendu comme une romance. Pourtant, la fin, c'est ce couple-là qui divorce. Et Lily qui renoue avec un amour de jeunesse. Et en fait, cet amour de jeunesse, il est un peu en fil rouge tout du long du livre. Il s'appelle Atlas, le gars, son amour de jeunesse, qui a pas une vie facile. Il a vraiment une vie. Il a une vie pas évidente du tout. Et comment dire, j'avais pas du tout prévu de parler autant de ce bouquin-là, mais il m'a vraiment marqué quelque part, et pas positivement du tout. Mais bref, le seul truc que je trouve beau dans ce livre-là, c'est la relation entre Lily et Atlas, où c'était deux gamins, deux adolescents, qui se sont protégés l'un l'autre, qui étaient malheureux l'un l'autre et qui étaient heureux ensemble. Et Atlas, c'est quelqu'un qui est profondément bon, Lily aussi, et ils se retrouvent en fait. Et le tome 2, c'est à tout jamais, un truc comme ça. C'est leur histoire à eux. Et si vous voulez, j'avais enchaîné les deux livres parce que pour moi, j'étais dégoûtée de la fin de Jamais plus. Parce que à aucun moment, le personnage Ryle, il est puni. Et je me dis, mais ça va être quoi l'impact pour des femmes qui sont battues, qui vont lire ce livre? Ce livre qui se vend partout, dont on entend parler partout, Colleen Hoover, on la voyait partout. C'est quoi l'impact sur ces femmes battues? Et donc, pour revenir à la note d'intention, parce que là j'ai déblatéré bien 5-10 minutes, je pense, facile, euh, Colleen Hoover, en fait, elle nous apprend à la fin du livre, donc il n'y a pas le moindre trigger warning, que dalle. C'est peut-être un petit peu un livre un peu vieux, il est peut-être arrivé avant la mode, entre guillemets, des trigger warnings. Mais Colleen Hoover, en fait, elle nous raconte dans une espèce de note d'intention qui vient après, une espèce de post-phase, quoi, si vous voulez, que elle a été à la place de cette jeune femme, de Lily, parce que sa mère a été battue par son père pendant des années et qu'elle n'a jamais pu la quitter. Qu'elle n'a jamais pu le quitter. Et que elle a subi ça parce qu'elle a vu ça, etc. Le truc qui m'a un petit peu agacée en plus, donc c'est que bon, moi je suis éducatrice spécialisée. Je n'exerce plus cette profession pour le moment, mais je suis éducatrice spécialisée. Et Colleen Hoover, elle est travailleuse sociale. Donc, je sais pas si elle est assistante sociale ou quoi que ce soit. Donc si elle a un niveau d'études équivalent au mien, ou si elle a un niveau d'études qui est supérieur ou qui est inférieur, mais bref, pour moi, c'est impensable, à mes yeux à moi, d'écrire ce type de livre. Et de cette manière, de traiter de quelque chose de si grave, de manière si légère, de se faire un tas de pognon là-dessus, et zéro com, zéro prévention, ou quasiment rien. Parce que bon, ça m'avait énormément énervé. Et c'est tellement difficile pour les femmes qui sont battues de partir. Parce qu'il faut déjà avoir le courage de le faire. Faut. Parce que le truc qui est très bien décrit par contre dans À tout jamais, donc le livre suivant, c'est à quel point Lily, elle est terrorisée par son ex.
elle pète de trouille. Et l'autre connard, là, Ray, là, il est à contrôler encore. Il est à contrôler en fait la vie de Lily, son emploi du temps, son téléphone. Il supporte pas qu'elle soit retournée avec son amour de jeunesse. En fait, tout le long de la relation de Ray et de Lily, Ray va lui péter des crises de jalousie parce qu'il est jaloux d'Atlas. Sauf que Lily, elle n'a pas vu Atlas depuis un bail, mais elle le rencontre parce qu'il a ouvert un restaurant dans cette ville-là. Donc c'est le pur hasard. La relation d'ex, on va dire, entre Lily et Atlas reprend par hasard et surtout après la séparation de Lily et de Ryle. Donc quelque part, en fait, il a pas arrêté de lui reprocher cette relation-là qui n'existait plus, ou qui n'existait pas encore, et ça fait un peu prophétie autoréalisatrice quelque part. Mais Ryle, c'est vraiment un pourri, et c'est un gars qui, surtout, ne va... Il a juste perdu sa femme, et il doit juste composer avec son emploi du temps pour voir sa fille, parce qu'évidemment, il y a un bébé là-dedans. Bref, c'est un livre qui m'a énormément énervée et j'en démordrai pas et plus jamais je ne lirai de Colleen Hoover. Et ça tombe bien parce que c'est le nom de son bouquin. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir un monde entre ce que l'auteur voulait faire et ce qu'en comprennent les lecteurs. Ça, sans dire non plus que les lecteurs ils sont trop débiles pour comprendre ce que voulait dire l'auteur. Peut-être que son message n'est pas clair. Et aussi, surtout, un livre n'est pas forcé, n'est pas obligé de porter un message. Un livre peut être pur divertissement, pur fun, passer un petit temps d'aventure ou de résolution d'enquête ou quoi que ce soit, un truc super marrant ou un truc où on a envie de se faire peur. Un livre n'a pas besoin de porter un message du tout. Il peut évidemment, il peut être ce vecteur, mais c'est pas obligé. Et si on allait parler un peu de théorie littéraire? Je me suis en fait penchée sur un cours de Antoine Compagnon, qui est professeur à l'université de Paris 8 ou je sais plus où. Paris 4, pardon. C'était l'UFR de littérature française et comparée, un cours de licence LLM. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Il y a plusieurs cours, il a fait plusieurs cours en fait, ce professeur. C'est qu'est-ce qu'un auteur et la notion de genre. Et on est sur une protection licence Creative Commons. Donc ça veut dire qu'on peut en causer. J'ai lu pas mal ce cours-là et j'ai essayé d'en sortir la substantifique moelle. Parce que, donc, moi, pour rappel, je n'ai pas fait d'études de lettres à l'université parce que je voulais pas le faire, parce que je pensais, et je pense que j'avais raison, que aller dépioter des textes à la fac, ça allait autant me dégoûter de la lecture un peu plaisir que dépioter des bouquins en cours de lettres au lycée. Donc, quelque part, je pense que j'avais un petit peu étonné des professeurs, mais bon, on s'en fout. Bref, je suis partie sur autre chose. Et donc, Antoine Compagnon a déposé tout un cours sur le site Fabula. Fabula, je vous dis juste vite fait ce que c'est. Fabula, c'est une association de chercheurs en littérature. Voilà, projet. Lancé en 1999 par Alexandre Geffen et René Audet, Fabula est une association de chercheurs s'intéressant à l'articulation entre théorie et histoire littéraire, rassemblés autour d'un site internet. Donc il y a un lieu de ressources, de rencontres, enfin il y a des webinaires, des articles, ça a l'air d'être assez riche. Donc j'irai de temps en temps, je pense, piocher des idées là-bas. Je vais pas vous lire la totalité du cours d'Antoine Compagnon parce que ça va être très long et que c'était plusieurs
plusieurs cours en fait sur un trimestre, je pense, ou un semestre. Mais dans l'introduction Mort et Renaissance de l'auteur, j'ai noté quelques bricoles, notamment que la notion d'intention, c'est le rapport que l'on suppose entre le texte et son auteur, sur la responsabilité que l'on attribue à l'auteur, sur le sens du texte et sur la signification de l'œuvre. Donc l'œuvre peut-être de manière générale, peut-être le texte dans l'ensemble. Donc j'espère que ça va pas être trop indigeste. Et j'ai juste en fait pris quelques éléments de ce cours. Il y a Lily qui vient de passer. Tu viens dire bonjour? Regarde. Oh, c'est un petit chat, c'était. Elle vient juste de manger. Elle pue la pâtée. Vous avez vu comme elle est belle? T'as bien mangé? Bon, elle aime pas trop rester dans les bras. Mais elle aime bien faire des gros câlins dans la nuit quand on se réveille. Mais du gros câlin où elle se roule, elle se reroule. Ça y est, il en a marre. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini, on arrête. Plus d'affection. Oh non, dégage, Berk. Tu pues. Plus la pâtée. Moi, je vais dire. Elle n'a pas fini de manger. Elle commence à prendre du bidou, hein. Je vous la montre parce qu'elle vient pas souvent. Elle est plus timide, mais elle se fait caresser quand même par les voisins. Donc, j'espère que ce que je vais vous dire du cours d'Antoine Compagnon ne sera pas trop indigeste. S'il y a des littéraires, des gens qui ont fait plutôt des études universitaires en littérature ou peut-être en édition, vous voyez sans doute ça en édition, n'hésitez pas à me faire un coucou si vous avez des sources pour... bon, pas de la grosse pavasse pas du gros pavé, mais si vous avez des articles sur la question, je serais très contente de les lire, ma foi, parce que je trouve ça assez intéressant. Et qu'est-ce que nous dit Antoine Compagnon? Dans l'introduction de son cours Théorie de la littérature, qu'est-ce qu'un auteur? Donc, son introduction, c'est Mort et Renaissance de l'auteur. Il dit que la note d'intention, c'est le rapport que l'on suppose entre le texte et son auteur, sur la responsabilité que l'on attribue à l'auteur, sur le sens du texte et sur la signification de l'œuvre. Mon œuvre, je pense, dans ce sens-là, c'est le texte, soit dans le corpus de livres que l'auteur a écrit. Il rappelle qu'il y a deux idées reçues sur cette question-là, une ancienne et une moderne, et en fait, il y a une troisième voie. L'ancienne idée reçue dit que le sens de l'œuvre, c'est l'intention de l'auteur. Donc, ce que veut dire l'œuvre, c'est ce que l'auteur a voulu écrire. L'idée reçue moderne dit, ça c'est pas vrai, elle dénonce la pertinence de l'intention d'auteur pour déterminer ou décrire la signification de l'œuvre. Donc le côté égal n'est plus là. Et elle précise que les poètes et les hommes de lettres ne sont pas l'objet de l'étude littéraire, mais la poésie et la littérature, ou encore la littérarité, donc littérarité, collé, caractère d'un texte qui appartient à la littérature. Donc, l'intention de l'auteur n'a pas de rapport avec la signification de l'œuvre. On n'étudie pas dans les études littéraires les poètes et les hommes de lettres. On étudie la poésie, la littérature comme grand... c'est même pas du genre, c'est encore plus grand que ça. On étudie la poésie, la littérature de manière générale, et aussi la littérarité, à savoir les textes qui appartiennent à la littérature. Donc on n'est pas sur des témoignages, on n'est pas sur du documentaire. Je pense pas, hein. Je pense pas. Et il explique en fait qu'il y a deux courants de pensée qui sont en conflit. Ceux de l'explication littéraire, qui recherchent l'intention de l'auteur. On doit chercher dans le texte ce que l'auteur a voulu dire. Et les adeptes de l'interprétation littéraire de l'autre côté, qui est une description des significations de l'œuvre. On cherche dans le texte ce qu'il dit. On est sur le texte. L'auteur, c'est autre chose. On ne l'étudie pas. Et donc la troisième voie, privilégiée aujourd'hui
apparemment, insiste sur le lecteur. Donc on avait l'objet, l'œuvre, l'objet livre, on va dire, l'auteur qui est à côté, et là, boum, le lecteur arrive aussi. Et le lecteur est un critère de la signification littéraire. Et je cite, le lecteur a besoin d'un interlocuteur imaginaire, construit par lui dans l'acte de lecture, sans lequel la lecture serait abstraction vaine. Je vous rappelle un truc, dans le cadre d'un livre, la communication, elle est quelque part interrompue. C'est l'auteur qui produit un livre, qui va au lecteur. Il n'y a pas de réciprocité. Bon, il y en a un peu plus maintenant, mais si vous voulez, l'auteur n'est pas au-dessus de l'épaule du lecteur pour dire « Ah bah tu vois cette phrase-là, je l'ai dit parce que... gna 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 ». On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans une communication qui est en direct où je peux repréciser ce que je voulais dire parce que je me rends compte que je suis pas claire et que en face, peut-être que vous ne comprenez pas. Quelque part, on est aussi dans la même chose ici parce que la réciprocité de la communication, elle est différée. Parce que vous n'êtes pas en train de me répondre directement sur... donc, tu dis quand même vachement de conneries. Hein. Mais donc, on parle de communication in absentia. Donc ça, c'était un terme de Antoine Compagnon. Parce que l'auteur n'est pas là, n'est pas présent et que du coup, ça diffère. Il y avait une partie aussi sur la fonction auteur. La fonction auteur, c'était une autre partie de ce cours sur la théorie de la littérature. Qu'est-ce qu'un auteur? Donc, la fonction auteur. Donc, l'auteur, c'est pas juste le petit nom sur le bouquin, c'est aussi une personne qui a vécu de telle date à telle date ou qui vit encore. Mais ça, ce qui m'avait fait rire, c'est les auteurs sont morts de préférence. Peut-être plus ceux qu'on étudie, je sais pas. On écrit des vies des auteurs. C'est même ainsi que l'histoire littéraire a commencé, à des fins d'attribution et d'authentification. Parce que il n'y avait pas d'auteur précis sur des choses qui sont très anciennes. Des choses qui sont très anciennes, ça va être l'Iliade et l'Odyssée. Je crois que c'est pas sûr que ce soit un seul bonhomme, Homère. Je crois qu'on est aussi là-dessus sur Shakespeare, pourtant c'est beaucoup plus récent. Je crois que dans les romans médiévaux, la paternité ou la maternité des textes n'est pas forcément connue. Elle est rarement connue. Et dans les contes, etc., dans tout ce qui est littérature orale, c'est la même chose, évidemment. Il précise aussi que l'auteur est une autorité, une valeur, un plus ou moins grand écrivain, un membre du canon littéraire. Donc quand on écrit un livre, on fait partie de cette foule de gens que sont les auteurs, les écrivains. Ah, ça c'est très joli aussi. C'est quelques petites balles perdues peut-être. Toute personne qui écrit ou a écrit n'est pas un auteur, la différence étant celle du document et du monument. Les documents d'archives ont eu des rédacteurs, les monuments survivent. Seul le rédacteur dont les écrits sont reconnus comme des monuments par l'institution littéraire atteint l'autorité de l'auteur. Ça fait mal, hein? Et là, il précise une pensée de Foucault. Je me doute bien que c'est pas Jean-Pierre Foucault. Je sais pas qui c'est. Ça me dit vaguement quelque chose. Enfin, un auteur, comme dit Foucault, c'est une fonction, en particulier pour le lecteur qui lit le livre en fonction de l'auteur, non seulement de ce qu'il en sait, de ce qu'on en sait, mais de ce que l'hypothèse de l'auteur permet comme opération de lecture et d'interprétation, de ce que la codification juridique de la propriété intellectuelle permet comme utilisation. Il évoque un peu plus loin que la fonction d'auteur est venue aussi avec l'individualisation. C'est que avant, il n'y avait peut-être pas de sens en fait qu'un texte qui était transmis, copié, recopié, imprimé par la suite, il n'y avait peut-être pas plus de sens que ça que quelqu'un mette son nom dessus. Le moment fort de l'individualisation dans l'histoire des idées, des connaissances, des littératures, ça a permis l'émergence de l'auteur.
La notion d'auteur est pour nous inséparable de celle d'individu, depuis l'époque déjà évoquée, donc 1750-1850, dans laquelle les notions critiques nous sont immédiatement accessibles. Alors, une des méthodes les plus anciennes et les mieux établies de l'étude littéraire, c'est l'explication par la vie et la personnalité. La biographie éclaire l'œuvre, l'étude de la création aussi. La biographie est un des plus vieux genres littéraires, suivant la méthode de l'histoire, mais utilisant également l'œuvre pour éclairer la vie là où d'autres sources font défaut. Même si l'idée n'a rien de neuf, que l'art ne se réduit pas à l'expression de soi, que l'œuvre ne copie pas la vie, qu'elle appartient à la tradition littéraire, et donc qu'il y a un contresens à s'en servir comme d'un document pour la biographie de son auteur. Bref, la notion d'œuvre contient celle d'auteur, et l'on a beau clamer la mort de l'auteur, celui-ci se perpétue à travers le fétichisme de l'œuvre. On va parler de Lolita. Lolita de Vladimir Nabokov. Lolita, c'est un livre qui va parler de la... C'est un livre qui a fait scandale, qui doit dater peut-être des années 30 ou 40, peut-être un peu plus tard, je sais plus, qui a été adapté plusieurs fois au cinéma. Et on reproche en fait à ce film, enfin au film, aux adaptations, on reproche aussi peut-être au livre la naissance des Lolita, à savoir des jeunes filles, donc des enfants, des adolescentes, qui vont être sexualisées. Pourquoi? L'histoire de Lolita, c'est un homme qui est séduit par une jeune fille qui a 12-13 ans, donc une enfant, on est d'accord, qui pour se rapprocher d'elle va se marier avec sa mère. Je ne l'ai pas lu encore, hein, mais j'ai très envie de le lire, un de ces quatre. Et je ne sais plus s'il y a... Bon, il y a un truc de très glauque, donc ils finissent ensemble, l'homme, le beau-père et la gamine. Je pense qu'elle est peut-être majeure, peut-être pas. Je sais plus si la mère, elle est encore dans le paysage, enfin, ou si elle est décédée, ou s'il y a une séparation. Mais bref, cet enfant va finir avec le beau-père qui la désirait quand elle était si jeune. Et je me souviens que l'intention de l'auteur était très claire, c'est de dire que le personnage principal, il y a deux personnages principaux, c'est Humbert, le beau-père, et c'est Lolita, la gamine, qui est naïve, qui est sans doute pas très consciente de son corps, de son peut-être pouvoir de séduction, et surtout du regard qu'on porte sur elle. Parce que je crois qu'il lui a été reproché aussi de, quelque part, taper, entre guillemets, sur la victime. Parce que Lolita, elle est sexualisée, etc. Parce qu'il me semble que c'est un livre qui a été écrit du point de vue de Humbert, qui a été séduit. J'ai volontairement tourné la phrase comme ça. Pourquoi? Parce que dans une interview qui était sur le Lina, je vous mettrai le lien en barre d'information, Nabokov précisait bien que son personnage principal, Humbert, est un malade, que c'est un, on le dit bien, qu'il aime les enfants de la manière dont il ne faut pas le faire, et que son intention, c'était bien de le décrire froidement tel qu'il est, donc à savoir avoir du désir sexuel pour des enfants. Et ça, c'est l'intention qu'il en avait. Mais vous avez de l'autre côté la réaction du public à la lecture de ces livres et peut-être aussi au visionnage des films, parce que je sais qu'il a été adapté plusieurs fois, et notamment avec Jeremy Irons il y a quelques années. Je sais plus si je l'ai vu ou pas. Moi, c'est des thématiques qui vont pas forcément m'attirer parce que ça me met très mal à l'aise, donc j'y vais pas forcément. Bon, c'est des trucs qui mettent vraiment mal à l'aise aussi, mais il y avait un truc similaire, un reproche similaire qui a été fait à raison au film Léon, mais Léon avec les scènes, je parle des scènes coupées. Donc le Léon version longue, il est beaucoup plus questionnable que le film Léon en version courte. C'est pas une version qui a été censurée, c'est une version qui a été raccourcie. Donc Luc Besson, voilà.
Ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce qu'on m'en avait parlé sur les réseaux. Je savais pas du tout, je gardais un bon souvenir de ce film-là qui était... Enfin bref, je vous mettrai aussi le lien vers une vidéo comme ça. Vous allez voir, ça fout mal. Et bref, Nabokov, je crois qu'il a dû justifier en fait sur un plateau télé son intention parce que on lui reprochait de valoriser le comportement de Humbert Humbert, qui est un comportement profondément pathologique, parce que il interprétait des choses chez une enfant qui n'était pas ça du tout. Il pouvait interpréter des regards, mais tout est quelque part, tout peut être du biscuit à interpréter. Tout peut être des billes pour reprocher quelque chose à une œuvre qu'on interprète d'une certaine manière alors que l'intention était autre. Donc, est-ce que le message est mal passé quelque part? Est-ce que Nabokov, il a écrit quelque chose trop compliqué? Il a mal fait son boulot et le message passe à côté? Est-ce que un faisceau de lecteurs, donc plusieurs lecteurs ayant peut-être des expériences de vie similaires ou des petits sujets, enfin des sujets qui sont plus touchy chez eux que chez d'autres personnes, ou peut-être que c'est des lecteurs qui vont... Il y a une frange du lectorat de manière générale, et il y a une frange aussi des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, dont entre guillemets peut-être pas le gagne-pain, c'est pas le terme, mais le côté un peu scandale, c'est un gagne-pain. Le dénoncer des choses, c'est un gagne-pain. Pensez à TikTok. J'y vais pas moi sur TikTok, pour plein de raisons. Mais bref, je voulais parler aussi de l'horizon d'attente des lecteurs. L'horizon d'attente des lecteurs, je crois que c'est des théories aussi littéraires, théories de la réception notamment des années 70, et ça doit être aussi quelque chose qui vient des États-Unis, comme il me semble la théorie sur la théorie littéraire, théorie de la littérature, qu'est-ce qu'un auteur? Donc on est dans un autre courant de pensée cette grande chose qu'est la théorie de la littérature. Je rappelle, j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai pas fait d'études dans l'édition. J'ai juste 2 petites certifications de lecture en lecture correction et une formation de 7 mois en lecture correction. Et un bagage culturel parce que je lis pas mal, mais très humblement. Par rapport à l'horizon d'attente du lecteur, je me suis inspirée d'un article que je ne vais pas citer parce qu'il n'y en a pas le droit, qui s'appelle Qu'est-ce que l'horizon d'attente du lecteur? Ça a été écrit par Nadia Gosselin et c'est sur le site Le Pigeon Décoiffé. Je précise juste le NB. Il est interdit de reproduire ce texte en entier ou en partie sans avoir obtenu notre autorisation. Donc, pas de souci, je l'ai lu. Je vais essayer d'en retenir le maximum et, essayer d'en faire une espèce de petite synthèse. Parce que le truc qui était intéressant, c'est qu'on était sur quelque chose qui était à vulgariser quelque chose de très touffu, sûrement, et bon site. Le Pigeon Décoiffé, ça a l'air d'être un site assez sympa, je retournerai voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va déterminer l'horizon d'attente du lectorat? C'est le nom d'un auteur. Par exemple, je pense que je ne suis pas la seule à être atteinte de collectionnite aiguë. Une fois que j'ai lu un bouquin qui va me passionner, c'est fort possible que je signe de nouveau, enfin que je reprenne un livre de cet auteur-là, en attendant une expérience sans doute un peu équivalente. Je vais essayer de trouver des exemples. L'horizon d'attente. Donc, on va avoir lu un livre qui nous a plu, par exemple, un livre d'Amélie Nothomb. Bon, je ne l'ai pas lu encore. Ce qui fait que peut-être il y a un livre qui vous a plu, vous allez en acheter un autre du même auteur. J'ai eu ça, moi, en littérature blanche, quand j'étais adolescente, avec Christian Bobin, qui est un auteur qui écrit des tout petits bouquins de sans doute moins de 200 pages, qui sont assez contemplatifs, très poétiques, il se passe pas grand-chose dedans, mais c'est beau.
Et je l'ai mangé comme des bonbons. J'ai peut-être pas tout acheté non plus parce qu'il a été assez productif, mais il y avait un côté collectionnite aigu justement. Et je m'attendais en fait à retrouver cette expérience de lecture, le côté contemplatif. Il se passe pas beaucoup de choses, mais euh, fort, euh, fort sens poétique. Et par exemple, pour reparler de Neil Gaiman, je l'ai découvert en lisant American Gods. Je me suis rendu compte après qu'il y avait... Non, alors non, je crois que je l'ai découvert en lisant Neverwhere. J'ai ensuite découvert American Gods. J'ai acheté aussi Anansi Boys, qui est la suite d'American Gods. Et un moment, je crois que j'ai relu les trucs quand Sandman est sorti. Sandman, j'avais jamais lu, mais j'ai lu Sandman en ligne. Et bref, j'avais une collectionnite aiguë aussi par rapport à lui parce que je voulais retrouver ce côté euh, très décalé, des personnages à qui il arrive des tas de trucs super flippants et qui font un peu ce qu'ils peuvent les pauvres. Et j'ai trouvé ça top. Et j'ai la même chose aussi avec des autrices de romance. J'ai mangé tous les Bridgerton, j'ai mangé les Rockesby, j'ai mangé les Smith Smith de Julia Quinn. J'ai mangé deux autres livres de Julia Quinn que j'ai trouvé un peu moyen bof. Enfin, le premier était pas terrible, le deuxième était sympa. Et maintenant, en fait, Julia Quinn, je pense que j'y retournerai plus forcément. Mais moi, j'ai vraiment la collectionnite aiguë. Et pareil, on peut prendre aussi ça sous l'angle du genre. La littérature de genre, c'est une littérature qui est codifiée, à l'inverse de la littérature blanche qui ne l'est pas. Bon, je suis désolée, je suis sur une chaise qui tourne, donc je me berce. Et la littérature blanche, ça va être par exemple du Christine Angot, Annie Ernaux, etc., Jean-Marie Leclésio, etc. On n'est pas sur un genre littéraire qui est codifié, mais on va savoir par exemple que du côté de Jean-Marie Leclésio, qui est un baroudeur, on va avoir du voyage. On sait que je vais pas reciter Christine Angot et Annie Ernaux parce que je me rends compte que je les ai pas lus. Mais par exemple, des romans historiques, je me passionne vraiment, je pense, pour les romans du 19e siècle. Et à force d'en avoir lu quelques-uns, il y a des codes. Euh, Il y a des codes. La femme qui est à une autre place qu'aujourd'hui, il y a des notions de servitude. Il y a les domestiques, par exemple, si on est dans la haute société. On est sur une vie sociale qui est très hiérarchisée, où il n'y a pas beaucoup de passage entre les nobles, enfin les aristocrates, les bourgeois, le peuple, etc. On est sur des vies qui sont difficiles, alors que les vies d'aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, si quelqu'un est inséré socialement à un travail, etc., évidemment, c'est plus facile que s'il n'en avait pas. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Mais le genre littéraire le genre littéraire est défini par des codes auxquels vont répondre les livres. Peut-être pas à tous, hein. Les codes d'un genre littéraire, c'est pas des cases à cocher. On peut jouer avec ces codes. Par exemple, dans la romance, euh, je vous en ai parlé rapidement, enfin, je vous en ai parlé pas rapidement tout à l'heure au sujet de Colleen Hoover. La romance, c'est un couple qui finit ensemble à la fin, ensemble heureux, a priori. Et pour moi, un des codes de la romance, c'est que on a un petit peu d'attachement quand même aux personnages, parce qu'on a envie qu'ils finissent ensemble. Donc, je reviens à Colleen Hoover, euh, je savais de quoi ça causait, sauf qu'à un moment, Ryle, je pouvais plus me le voir, parce que c'est un connard. C'est un connard qui a besoin de soins et qui ne se soigne pas. Et c'est un connard qui, il n'a pas de soins, il continue à avoir des comportements qui sont dangereux, qui sont répréhensibles. C'est un mec qui pourrait être en tôle. Et on laisse un personnage comme ça qui n'évolue pas
et qui se cristallise en fait autour de ce qu'il est et de ses comportements très pathologiques. C'est quelqu'un qui était capable, je pense, ce personnage-là, était capable de tuer sa femme, de tuer Lily. Je vais arrêter de parler de Colleen Hoover parce que il y a tellement d'autres auteurs qui méritent qu'on parle d'eux. Mais pour moi, dans un roman de romance, je dois avoir un minimum d'attache aux personnages parce que si j'en ai rien à foutre de leur gueule, ça marche pas. Notamment After. After, je savais qu'ils finissaient ensemble, mais premier After de Hannah Todd, c'est une série de 5 livres sur le même couple. Je crois qu'il y a 2 livres Before aussi, et il y a des spin-offs aussi sur London, qui est un autre personnage qui est très gentil, qui est doudou, ce gars-là. Et After, c'est la gourde de la campagne qui va rencontrer le bad boy de la ville, grosso modo. La gourde de la campagne, elle est extraordinairement conne. Le bad boy de la ville, il est extraordinairement con. Et si vous voulez, au fur et à mesure du premier livre, je me suis dit, moi j'ai mon petit cœur tout mou qui commençait à se dire, oh petit lapin, mon petit bad boy avec son passé compliqué. Donc je commençais à avoir envie qu'il soit heureux ce gars-là parce que c'est quelqu'un qui n'était pas heureux du tout et qui ne savait pas être heureux. Et donc mon petit bad boy, je voulais qu'il soit heureux. Ils finissent ensemble à la fin du premier tome. Mais bon, c'est un couple qui est ensemble, qui se sépare, qui est ensemble, qui se sépare constamment. Toutes les 5 pages à peu près. Au tome 2, on passe d'un tome 1 qui était exclusivement du point de vue de la nana qui s'appelle Tessa, à un tome 2 où on commence à voir du point de vue de Hardin, le compagnon. Et là, je le trouve extraordinairement con. Je ne peux plus lui blairer. Donc j'ai peiné, j'ai lu 2 livres et demi. J'ai dû m'arrêter à une petite moitié du 3e et j'ai tout bazardé. Mais bref, pour moi, en romance spécifiquement, pas forcément dans les autres genres littéraires, mais en romance, on doit avoir de l'attachement, on doit avoir de l'empathie pour les personnages principaux de romance. Parce que sinon on n'a rien à foutre, ou si on a envie qu'ils se freinent un bus, ça ne marche pas. Pour moi. C'est mon opinion. Mais tout ça pour dire, ce qui va alimenter l'horizon d'attente des lecteurs, c'est de connaître l'auteur, donc de l'avoir connu dans un livre en particulier. Ce qui fait que ce livre-là, s'il a une suite, ou si c'est autre chose, une autre histoire qui n'a rien à voir du même auteur, on va s'attendre à retrouver la même qualité de plume, sans doute. On va le même type de scénario, les mêmes thématiques, ces personnages qui nous ont fait voyager, ce world building qui est complexe, ce genre de choses. Et il y a le genre littéraire aussi qui fait que vous allez vous attendre à avoir un certain type d'histoire, de personnages, de fin, dans un genre littéraire précis. Chose que les gens qui ne sont pas habitués à lire un genre littéraire, ils vont pas avoir ces codes-là, donc ils peuvent être surpris. L'élément de surprise, quand on commence à bien connaître un genre littéraire, il commence à disparaître. Parce que dans un livre policier, vous savez que il y a la résolution de l'enquête à la fin. Dans une romance, vous savez qu'ils finissent ensemble à la fin. Dans un thriller, vous pouvez vous dire que ça va pas finir super bien. Les Stephen King, par exemple, le peu que j'ai lu, ça finit pas super bien. Mais c'est comme dans les romans d'horreur, etc. Et ça va vous donner des exigences et des attentes. Et si vous tombez sur une romance où vous pouvez pas blairer les protagonistes qui ne finissent pas ensemble à la fin, vous avez un peu le sentiment de vous être fait arnaquer à la fin.
Donc ça, c'est l'horizon d'attente des lecteurs. Et donc, entre ces deux éléments-là, il y a tout un côté très interprétatif. Parce que Colleen Hoover, elle a précisé dans sa note d'intention sur... J'avais dit que j'arrêtais d'en parler, mais elle a précisé dans le petit texte qui est à la fin de Jamais plus qu'elle voulait dénoncer. Pour moi, elle ne dénonce pas. Elle expose des faits. Point. Ça, je pense que ce livre-là, marketé autrement qu'une romance, marketé par exemple comme un roman, tout simplement, de littérature générale, ça aurait beaucoup mieux passé à mes yeux que si ça avait été... enfin, que comme ça a été marketé comme une romance un petit peu interdite et compagnie. C'est un livre qui est dangereux pour moi. Que dire de plus? Il y a, oui, tout le côté interprétatif. Je vais vous faire un petit résumé d'un livre que je n'ai pas lu. Peut-être que je le lirai un jour. Ça s'appelle Belle du Seigneur d'Albert Cohen. C'est un livre qui a un succès fulgurant en France, qui est un classique et qui est assez récent, hein, 1900 et quelques. Et ça va décrire en fait une relation amoureuse qui est profondément toxique avec des personnages qui sont très questionnables et qui sont plutôt à gerber. Je vais retourner, je vais essayer de choper genre un mini pitch. Donc c'est un livre qui a été commencé dans les années 30 et qui est sorti en 68. Et c'est une énorme pavasse, il est vraiment énorme. C'est le troisième volet d'une tétralogie qui commence avec Solal et Mangeclou. Et donc il y en a un autre derrière. Je vais vous lire un résumé sur le site À la lettre. Belle du Seigneur est le récit de la passion de Solal et d'Ariane Dauble, une passion flamboyante qui peu à peu se désagrège. Je vous dis juste vite fait, très rapidement. Ariane Dauble, jeune aristocrate protestante, candide et fantasque, a épousé Adrien Deume, un petit bourgeois étriqué qui travaille à la Société des Nations. Sa belle-mère est mesquine et son beau-père insignifiant. Solal, juif séducteur, ironique et grand prince, est le responsable hiérarchique d'Adrien Deume, donc du mari. Le 1er mai 1935, vers midi à Genève, déguisé en vieux juif pauvre et laid, il s'introduit chez Ariane. La jeune femme est horrifiée. Solal enlève son déguisement et lui déclare, malgré son scepticisme quant à l'amour, sa passion. Ariane lui résiste. Donc ils vont finir amants, ils vivent une intense passion. Solal enlève Ariane, il s'enfuit dans le sud de la France. Le mari qui avait été éloigné se suicide parce que sa femme est partie. Les amants s'installent dans un hôtel luxueux de la Côte d'Azur. Ils semblent vivre un bonheur idéal. Pourtant, Solal commence à se lasser de cette existence superficielle et fastueuse. Je vous donne juste une citation. Devenus protocole et politesse rituelle, les mots d'amour glissaient sur la toile cirée de l'habitude. On est... je vous mettrai le lien vers une vidéo de Thiboudou. Belle du Seigneur, c'est un livre qui l'a profondément bouleversé et c'est la pire lecture de sa vie. Elle était tellement mal après la lecture de ce livre-là qu'elle avait besoin de s'exprimer là-dessus et elle en a fait du coup une vidéo où elle est vraiment pas bien. Elle pleure dans sa vidéo. J'ai une amie qui a lu Belle du Seigneur et qui a un avis complètement différent de celui de Thiboudou. Et je pense pas que l'une ou l'autre ait mal compris, je pense juste que leur interprétation est différente. Et je pense très sincèrement aussi que l'intention... J'ai pas trouvé d'article là-dessus, mais l'intention d'Albert Cohen n'est pas d'écrire une belle histoire d'amour tragique. L'intention d'Albert Cohen est de décrire une histoire d'amour entre deux personnes paumées qui deviennent toxiques l'un pour l'autre et ça finit mal. Et mon ami, en fait, à la lecture de ce livre-là,
je lui dis que, ben oui, c'était ça en fait. C'est que c'était l'histoire d'un couple qui aurait jamais dû se former, des gens qui n'étaient pas faits pour être ensemble et qui n'étaient pas faits pour être heureux ensemble, parce ils en étaient pas capables ensemble. Et on a un personnage qui est très manipulateur et qui est mauvais, et elle n'a pas du tout la même interprétation que Thiboudou. Ce qui ne veut pas dire que l'une ou l'autre des interprétations est mauvaise. Mais bref, ça fait trop longtemps que je cause, je commence à fatiguer. Bref, qu'est-ce qui est important? Là, je vais m'adresser à la fois aux auteurs et aux lecteurs. Ce qui est important pour les auteurs, c'est de savoir pourquoi ils écrivent ce livre. L'intention n'a pas forcément besoin d'être de révolutionner le genre, de dénoncer des choses. L'intention, ça peut être tout simplement de faire un petit bouquin feel good qui fasse du bien à tout le monde, qui va vous faire du bien à écrire, et vous espérez que les lecteurs vont prendre plaisir à le lire. On peut être sur du full divertissement, il n'y a pas de souci. L'intention n'a pas besoin d'être d'une ambition extraordinaire. Ça peut être juste, je prends plaisir à écrire ça, ce sont des thématiques qui m'intéressent, j'ai envie de traiter de l'esclavage par exemple, de dire que c'était pas bien quand même l'esclavage, que c'était quand même pas très bien non plus la colonisation, et voilà. Mais, et quelque part aussi, de l'autre côté du livre, l'horizon d'attente du lecteur, faut savoir s'adapter aussi un petit peu. Parce que on peut pas enfermer un auteur dans la même expérience. Christelle Dabos, c'est l'autrice de La Passe Miroir, elle a fait autre chose. Georges Martin, c'est l'auteur du Trône de Fer, il a fait autre chose. Sapkowski, c'est l'auteur du Sorceleur, il a fait autre chose. Une autrice, je vous donne une anecdote que j'avais entendue sur YouTube qui m'avait fait sourire. Il y a une autrice que j'ai lu 2 de ses romances qui sont très 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 chouettes. C'est Lucie Castel. Lucie Castel, c'est une nana qui écrit aussi du thriller ou de la SF sous le nom d'Oren Miller. Mais elle avait expliqué un jour qu'en salon, elle avait un lecteur d'Oren Miller, donc d'elle, qui l'avait reconnue et qui avait découvert qu'elle écrivait de la romance. Et c'est comme si ce mec-là avait vécu une trahison. Et ça, j'ai trouvé très drôle. Enfin, elle était morte de rire. Mais c'était vraiment parce que le gars, il devait valoriser à fond la SF, le thriller, parce que c'était son truc, le côté un peu horrifique. Le fait que cette autrice qui écrivait des trucs si affreux, qui kiffait, écrivait aussi des trucs, de la littérature de bonne femme, entre guillemets, ça a brisé quelque chose en lui. Et c'est une anecdote c'est une des anecdotes en salon qui est disponible sur le podcast Devenir écrivain de l'ICAR. Et c'est dans une des premières, donc si vous voulez aller jeter un œil, si je le retrouve, je le mettrai. Mais c'est dans une des premières vidéos, donc vous cliquez sur la chaîne, vidéos les plus anciennes, et c'est une des premières. Et c'est pour dire que des fois, le lecteur peut enfermer l'auteur dans quelque chose. Georges Martin, s'il a envie d'écrire un truc, un polar, mais autant qu'il y aille. J.K. Rowling, elle a écrit des romans pour enfants, fantasy ou fantastique, et elle a écrit des polars sous le nom de Robert Galbraith ou un truc comme ça. Ne vous laissez pas enfermer. Un certain livre, un certain genre va s'adresser à d'autres lecteurs. Si vous, auteur, vous avez envie d'écrire autre chose, vous aurez peut-être une partie de ces lecteurs-là qui vont vous suivre parce qu'ils aiment bien votre boulot, mais sinon vous allez aussi vous adresser à un autre lectorat. Parce que le lectorat de romance n'est pas forcément le lectorat de SF, par exemple. Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais faut pas, quelque part, s'enfermer ou enfermer l'autre dans quelque chose. L'auteur est libre. Le lecteur est aussi libre. Le lecteur peut dire, moi j'adore ce que fait Lucie Castel, mais j'aime pas la SF, je veux pas lire Oren Miller. Pas de souci. Pas de souci. Enfin, tout ça pour dire,
L'horizon d'attente du lecteur fait que s'il ne retrouve pas quelque chose qu'il attendait, il peut se sentir trahi. Parce qu'on est dans quelque chose comme promesse et récompense. Je crois qu'ils appellent ça pay-off en anglais, mais je crois que ça concerne plutôt ce qui est écrit dans le livre, le pay-off. Et je sais pas si ces deux notions doivent trouver une réponse. Est-ce que intention de l'auteur doit être égale à horizon d'attente des lecteurs? Il y a un contrat entre l'auteur et les lecteurs, mais le contrat peut changer. Si Vladimir Nabokov, qui je pense n'existe plus, qui a écrit un livre scandaleux comme Lolita, voulait écrire un petit truc plan-plan d'un gars qui cultive son jardin et au fil des saisons, un truc un peu à la Christian Bobin, il pouvait tout à fait écrire ça. Il n'y a pas de souci. Mais je sais pas si il doit y avoir cet équilibre-là, avec égal. Je pense qu'on peut se laisser, autant les auteurs que les lecteurs, la possibilité d'être libre et de faire confiance à l'autre, faire confiance à son lectorat, ou faire confiance à un autre lectorat, si on s'adresse à d'autres personnes, et lisons ce qui nous plaît et écrivons ce qui nous plaît. Il y a sans doute plein de choses d'autres que je voulais dire. Il y a sans doute plein de choses d'autres à côté desquelles je suis passée parce que j'ai pas regardé au bon endroit. Mais je trouve ça intéressant de parler un petit peu de ces personnes qui communiquent et pas forcément au même moment que sont l'auteur et les lecteurs. Je trouve ça intéressant. Moi, ça me botte. Donc, j'ai parlé un petit peu de quelques bouquins. Je vous mettrai des liens vers des fiches, enfin, si vous voulez les acheter en barre d'informations. Et là encore, j'ai pas parlé des réseaux ou des trucs comme ça, mais je vais peut-être creuser un petit peu les notions d'intention littéraire, mais les creuser par exemple dans les vidéos quand je vais parler de livres. De dire par exemple, ce livre-là, j'en attends ça, je le lis. Est-ce que ce que j'en ai attendu, est-ce que le livre y a répondu ou l'auteur y a répondu? Et est-ce qu'il y avait besoin d'y répondre surtout? Il y a les notions aussi des fois de livres qui sont faits pour nous et livres qui ne sont pas faits pour nous. Et on peut apprécier un livre qui n'est pas fait pour nous. Même si c'est pas forcément notre truc. Je vous laisse là-dessus. Réfléchir, méditer. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à réagir parce que je suis partie dans tous les sens comme d'habitude. À tout bientôt. Rêvez tout grand, lisez tout plein et surtout, laissons-nous la liberté d'écrire et de lire ce qu'on veut. À tout bientôt. Salut.